Dans l'affaire du corona, de la vaccination, il y a un côté parfaitement incontestable. Il faut être soit de mauvaise foi, soit complotiste, soit ignare en matière scientifique, pour nier, si vous voulez, le bien fondé de cette campagne, la manière dont elle est menée et ses résultats. C'est l'heure de retrouver notre ami Stéphane Amar. Stéphane, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, correspondant entre autres de la chaîne Arte en Israël. Avec vous, je voudrais justement que nous parlions un peu des médias internationaux, des médias français même en particulier, autour de cette campagne de vaccination. On le voit, c'est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Israël est montré en exemple et admiré, on va dire, par des médias qui s'étaient habitués, on va dire, à le critiquer régulièrement pour son action, en particulier dans les territoires. Quel regard vous portez sur ce phénomène, cette campagne de vaccination et le succès qu'elle rencontre un peu partout à travers le monde ? Je pense que d'abord, on peut dire qu'il y a une réalité objective. La campagne de vaccination est un véritable succès, non seulement par son ampleur, par son efficacité, par sa rapidité, mais aussi par ses résultats. C'est ce qui préoccupe et qui intéresse beaucoup les Occidentaux et notamment les Français, c'est de voir à ce que ce vaccin marche. Et ce vaccin marche, donc le pari de Benyamin Netanyahou et du gouvernement israélien a été réussi. Et on ne peut pas, sauf à être foncièrement malhonnête, on ne peut pas nier ce succès. Et donc, tout naturellement, je dirais, effectivement, les médias occidentaux, les médias français tressent des louanges, des lauriers à Israël, disent les louanges du gouvernement israélien, mais tout cela, finalement, je dirais, est parfaitement logique, parfaitement naturel. C'est peut-être le fait que l'État d'Israël se distingue dans un dossier qui est de l'ordre de l'entière humanité, de l'ensemble de l'humanité, qui préoccupe, on va dire, l'ensemble de la planète aujourd'hui, et que Israël s'avère être leader dans ce dossier de cette sortie de crise, de cette vaccination qui préoccupe l'ensemble de l'humanité. Oui, bien sûr, parce que ce dossier du corona, il est, j'allais dire qu'il efface tout le reste. L'humanité veut sortir le plus rapidement possible de cette épidémie qui a paralysé une bonne partie de l'économie, qui a fait bien sûr d'abord des millions de morts à travers le monde, qui empoisonne la vie des familles, la vie des étudiants, la vie des personnes âgées. Donc évidemment, c'est un sujet extrêmement important. Mais d'une certaine manière, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que cette relation qu'Israël a avec le reste du monde, c'est-à-dire comme pourvoyeur d'une technologie, c'est-à-dire comme phare avancé finalement du progrès mondial. On le voit dans bien d'autres domaines, on le voit dans le domaine de la médecine, on le voit dans le domaine depuis très longtemps d'ailleurs de l'agriculture, on le voit dans le domaine de la high-tech avec des entreprises comme Waze ou Mobileye qui sont leaders dans les technologies du déplacement. Donc, si vous voulez, ça laisse simplement apparaître au grand jour maintenant pour le grand public le fait qu'Israël est à la pointe dans de nombreux domaines, apporte le progrès à de nombreux pays et d'une certaine manière, cela laisse aussi voir des liens qui d'habitude sont discrets, voire cachés, c'est-à-dire que de nombreux pays dans le monde ont besoin d'Israël, y compris des pays qui sont considérés comme des pays plutôt hostiles, on va dire, sinon ennemis à Israël. Et avec cette pandémie, eh bien, tout cela éclate au grand jour. Alors, comment ça se traduit concrètement ? Est-ce que vous avez le sentiment que ce changement provoqué par cette épidémie, ce leadership de l'État d'Israël dans le domaine de la vaccination, ça va avoir des répercussions à long terme, ou alors finalement, une fois que l'épidémie sera passée, eh bien, on va revenir aux vieilles mauvaises habitudes de critiquer l'État d'Israël pour sa politique dans les territoires ? Vous pensez que vraiment ça va changer à long terme ? Oui, d'abord, ça changera évidemment à long terme. Cette crise n'est pas finie. On voit bien là, avec la visite du chancelier australien et de la ministre danoise. Il y a des relations très profondes qui sont en train de se créer à travers le monde. Il y a probablement des usines de production du vaccin qui vont être montées en Israël, donc qui vont servir à la fois aux pays voisins et probablement également aux pays occidentaux. Donc bien sûr, ces relations sont des relations de fond, mais encore une fois, Daniel, elles s'inscrivent dans un tableau général qui est ce tableau finalement de la coopération économique, scientifique d'Israël avec le reste du monde. Et malheureusement, effectivement, cette coopération est souvent occultée par le conflit israélo-palestinien. Je voudrais nuancer un petit peu votre propos. Je ne pense pas que les médias soient particulièrement critiques ou particulièrement partisans, en tout cas en faveur d'Israël,
Simplement, il traite d'un conflit qui est extrêmement sensible, où il y a deux parties qui se disputent la même terre, il y a une occupation militaire, il y a du terrorisme de l'autre côté. Donc, c'est un conflit extrêmement passionnel qui crée des réactions passionnelles à la fois dans l'opinion, mais aussi, et c'est naturel, dans les médias, ce qui fait qu'on a parfois l'impression d'un parti pris à l'endroit d'Israël, mais c'est une vision que j'ai souvent défendue, que j'ai souvent contestée, puisque de mon point de vue, c'est la nature même du conflit qui crée ces tensions, Ou et non peut-être, ou pas une peut-être le, ou volonté peut-être, particulière de nuire à Israël. ou peut-être le manque d'information, tout simplement. C'est-à-dire que par rapport au conflit israélo-palestinien, certains médias européens, eh bien, ne vont pas, n'approfondissent pas, on va dire, leurs enquêtes, et ils restent sur des stéréotypes et ils ne vont pas au bout au bout des choses. Tandis que dans le dossier du Corona, naturellement, tout le monde veut savoir tout sur tout. Et là, d'une certaine manière, on peut ouvrir et parler de choses que tout le monde comprend. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au début de l'entretien, dans l'affaire du corona, de la vaccination, il y a un côté parfaitement incontestable. Il faut être soit de mauvaise foi, soit complotiste, soit ignare en matière scientifique, pour nier, si vous voulez, le bien fondé de cette campagne, la manière dont elle est menée et ses résultats. Dans le conflit israélo-palestinien, au contraire, il y a une dimension véritablement subjective. Certaines personnes sont clairement du côté des Palestiniens, ils pensent qu'eux ont raison, d'autres sont clairement du côté israélien, d'autres ne savent pas, examinent les faits. Il y a aussi évidemment un effet d'optique entre cette armée ultra puissante et ces Palestiniens qui utilisent souvent le moyen du terrorisme pour attaquer Israël. Donc tout cela fait effectivement que cela crée beaucoup de tensions, ce qui ne peut pas arriver de manière objective pour la campagne de vaccination. Alors, Stéphane, je voudrais que l'on aborde aussi un autre sujet, puisque c'est aussi votre spécialité. Vous avez écrit des ouvrages sur le secteur arabe israélien, un secteur dont on parle beaucoup, il faut bien l'avouer, dans cette campagne électorale. Ce secteur arabe israélien, eh bien, il est, on va dire, en plein chaos, si l'on peut dire. Il a été ébranlé par l'effritement de la liste arabe unifiée, qui n'est plus du tout unifiée, puisque le parti Raham de Mansour Abbas s'en est scindé, l'a quitté. Et la grande question que l'on se pose d'abord, c'est est-ce que c'est tout simplement une manœuvre orchestrée par le tout-puissant Binyamin Netanyahou, ou bien cela reflète, on va dire, des changements de fond dans la société, des secousses telluriques dans la société arabe israélienne? Très clairement, des changements de fond. Je vais vous raconter très rapidement une anecdote que je relate dans mon livre. En 2015, il y avait, vous vous en souvenez sûrement, l'intifada des couteaux. Donc tous les jours, des Israéliens étaient poignardés par des Palestiniens dans les rues d'Israël. Et à ce moment-là, eh bien, Eman Odeh, le porte-parole de la liste arabe unie, était interviewé en direct à la télévision israélienne depuis Nazareth, et il défendait les terroristes, il défendait ceux qui attaquaient les Israéliens en disant qu'ils défendaient la cause palestinienne. Et en direct à la télévision, certains ont peut-être vu la séquence, le maire de Nazareth, Ali Salam, s'est arrêté et a commencé à invectiver le député de la liste arabe unie en lui expliquant que c'est lui qui nourrissait le terrorisme, qu'à cause de lui, les Israéliens ne venaient plus faire leurs courses à Nazareth, qu'il avait ruiné d'une certaine manière la ville. Et cet affrontement en direct à la télévision montre très bien ce qui scinde le secteur arabe israélien. Il y a d'un côté des idéologues qui sont, je dirais, plus pro-palestiniens que les Palestiniens, qui sont à la Knesset, qui pensent qu'ils sont à la Knesset pour défendre une certaine idéologie, pour défendre une certaine vision de la cause palestinienne. Et de l'autre côté, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'élus arabes israéliens, évidemment une grande partie de la population arabe israélienne derrière eux, qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui pensent d'abord à l'amélioration de leurs conditions de vie, à la défense de leurs droits à l'intérieur de l'État d'Israël, et qui veulent très sincèrement coopérer avec l'État d'Israël. Et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est cette scission qui prend corps entre la liste arabe unie et le parti de Mansour Abbas. Et donc on peut dire que le parti de Mansour Abbas... manœuvrière. Stéphane, pardon, est-ce qu'on peut dire que le parti de Mansour Abbas, aujourd'hui, il est le porte-parole, on va dire, de la population arabe israélienne qui veut être impliquée dans la vie de la société israélienne, qui veut par exemple lutter contre un grand fléau qui touche le secteur arabe israélien, c'est la délinquance, la pègre, tandis que de l'autre côté, le reste de la liste arabe anciennement unifiée, eh bien, elle continue à se focaliser sur la cause palestinienne? Oui, il y aurait bien sûr des nuances à apporter, mais globalement, c'est ce qui se passe.
Vous avez tout à fait raison de souligner l'aspect de la violence qui est absolument dramatique. C'est la première cause de mortalité chez les Arabes israéliens, c'est la violence entre Arabes. Et bien évidemment, les Arabes veulent en sortir, ils veulent en faire une priorité et ils veulent que leurs élus prennent ce problème à bras-le-corps plutôt de s'occuper de problèmes qui concernent plutôt, je dirais, le ministère des Affaires étrangères ou en tout cas des relations entre États et certainement pas les citoyens arabes d'Israël. Je pense qu'on assiste, et je pèse mes mots, à une véritable révolution, une révolution douce, une révolution discrète, mais une révolution qui va conduire à l'intégration totale des Arabes israéliens dans la société israélienne en général. Alors, Mansour Abbas, on en reparle. Dans les derniers sondages, on va le voir tout à l'heure dans la revue de la presse, dans les derniers sondages, le parti passe au-dessus du seuil d'éligibilité, légèrement au-dessus du seuil d'éligibilité pour la première fois depuis le début de la campagne. Est-ce que vous croyez que véritablement ce parti peut être le parti faiseur de roi qui va déterminer qui sera le prochain Premier ministre? Et est-ce que, c'est une question que je rajoute, est-ce qu'il est envisageable que Mansour Abbas puisse siéger ou en tout cas participer à une coalition qui serait dirigée par Netanyahou? Ça paraît tout à fait incroyable parce que Mansour Abbas, le parti qu'il représente, c'est un parti islamiste. Hein, c'est le parti qui représente comment dire, la faction sud du mouvement islamiste arabe israélien. Alors, je me garde toujours de faire des prévisions pour les élections israéliennes. On sait très bien que les sondages sont fiables, mais pas non plus à 100%. Je ne sais pas s'il sera faiseur de roi. En tout cas, pour répondre à votre question, je pense qu'il serait tout à fait souhaitable qu'un parti arabe israélien participe à une coalition gouvernementale. Pourquoi? D'abord parce que les Arabes représentent plus de 20% de la population israélienne. Donc, normal, d'une certaine manière, qu'ils puissent participer à une coalition. Et en l'occurrence, pour ce parti de Mansour Abbas, je pense qu'il y a d'une certaine manière moins d'incompatibilité entre cette branche que vous appelez islamiste, en tout cas cette branche religieuse du secteur arabe israélien, cette branche sud qui, elle, accepte de participer au processus démocratique. Il y a moins d'incompatibilité avec elle qu'avec certains nationalistes laïcs israéliens qui sont extrêmement virulents. Je pense que même un dialogue peut s'instaurer au niveau religieux entre des hommes qui sont versés dans le Coran et des juifs, qu'ils soient religieux ou non. Je pense qu'il y a vraiment là un terrain d'entente. Mais ça paraît stupéfiant. Eliezer Cherki le souligne depuis des années. Et je pense que le temps est arrivé, effectivement, d'ouvrir un véritable dialogue sincère, franc, puisque sur le terrain, au quotidien, on voit bien que les gens vivent parfaitement bien ensemble. Ils coexistent sans aucune violence au quotidien. Il n'y a pas de raison pour qu'au sommet, il n'y ait pas une véritable alliance, en tout cas un véritable dialogue, une véritable coopération entre les élites arabes et juives israéliennes. Mais ça paraît tout de même stupéfiant parce que ce mouvement islamiste israélien, il est donc scindé en deux. Il y a la branche sud qui est plus modérés, qui participent, comme vous le disiez, aux élections. Il y a la branche nord, mais la branche nord, c'est véritablement, on va dire, une succursale du Hamas à l'intérieur de l'État d'Israël, avec Raed Salah, avec d'autres leaders qui sont extrêmement virulents vers l'État d'Israël. Comment peut-on concilier tout cela? C'est-à-dire, est-ce que d'abord ces deux mouvements sont véritablement scindés en deux, ou alors ils ont une coopération entre eux? Ils sont scindés en deux. Il y a une véritable opposition entre les deux, mais même au sein du mouvement de Raed Salah. J'étais il y a quelques mois en reportage à El-Fahem, qui est le fief du parti islamique israélien dont vous parlez, qui se revendique effectivement comme une forme de branche du Hamas en Israël. Même au sein El-Fahem, même parmi les islamistes, au quotidien, eh bien, les gens coopèrent totalement avec Israël. Certains font même partie de la police israélienne. Il faut bien distinguer en la matière l'idéologie des formules qui parfois sont extrêmement creuses, qu'on rabâche depuis des années, et la réalité quotidienne. J'insiste bien sur ce point. La réalité quotidienne prouve que dans tous les domaines, juifs et musulmans en Israël peuvent parfaitement vivre ensemble, peuvent parfaitement coopérer. Il faut donc d'une certaine manière mettre de côté l'idéologie, y compris en ce qui concerne les gens qui se proclament islamistes, pour travailler ensemble. Et on voit que c'est tout à fait possible. C'est possible au niveau du terrain, ce sera possible au niveau politique. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Nous avons commencé par les médias et leurs hommages, leur admiration face à la campagne de vaccination de l'État d'Israël. Nous terminons avec le secteur arabe israélien qui est un des enjeux, on va dire, de cette campagne électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom. Bien.